Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Amis auditeurs de Radio M, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, cet après-midi, en direct, avec M. Abdelali Badache, ancien président de la CREG, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, ex-cadre dirigeant de Sonelgaz. M. Abdelali Badache, bonjour. Merci d'être de retour chez nous. On a beaucoup apprécié votre premier passage, votre franc-parler et votre expertise du secteur dont vous avez été le régulateur pendant plusieurs années. Alors, la première question, c'est la loi de finances 2018 a été introduite, le projet de loi, hier devant l'Assemblée nationale. Il est prévu une augmentation des tarifs du carburant et il n'est rien prévu pour l'électricité et le gaz. Est-ce que cela veut dire que de ce côté-là, il n'y a plus d'alarme, le plus gros est passé, il y a eu une augmentation en 2016? Exact, merci bien et bonjour amis auditeurs de Radio M. Bon, effectivement, dans la loi de finances, il n'y a pas, à ma connaissance, selon un peu les informations qui ont été donc communiquées, d'augmentation de tarifs d'électricité et du gaz. Reste à savoir que on n'a pas besoin d'une loi de finances pour augmenter les tarifs d'électricité et du gaz. L'augmentation des tarifs d'électricité et du gaz obéit à un cadre réglementaire qui existe. Il y a une loi sur l'électricité et la distribution du gaz par canalisation qui a été adoptée en 2002 et qui donne les pouvoirs à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, sur demande des sociétés de distribution d'électricité, d'augmenter, si nécessaire, les tarifs d'électricité et du gaz. Monsieur Abdelali Badache, vous nous rappelez une information, j'étais censé la connaître. Est-ce que ça veut dire que si c'est possible, si on n'est pas obligé de passer par la loi de finances pour le faire, que c'est même prévu ailleurs, que c'est encore quelque chose qui peut survenir durant l'année 2018, cette augmentation? C'est possible. C'est possible. Et ce serait quoi le mécanisme? C'est la CREG qui le suggérerait? Je pense que les sociétés de distribution d'électricité et du gaz, de ce que je connais, attendent toujours, hein, parce que le revenu n'est pas le revenu requis, c'est-à-dire ce qu'il leur faut pour satisfaire, à la limite, toutes leurs obligations. Et aussi bien en termes d'investissement, aussi bien en termes de charges d'exploitation. Donc il y a une demande d'augmentation qui est toujours sur la table. Les demandes ont toujours existé. Hein. Maintenant, en 2016, on a satisfait en partie la demande qui devait continuer en 2017. Être graduel. Ça s'est arrêté. On peut rappeler à nos amis auditeurs, vous étiez encore à la tête de la CREG à ce moment-là et vous avez réussi à convaincre le gouvernement Sellel de faire cette augmentation. Écoute, il se trouve que nous, on était demandeurs, les distributeurs étaient demandeurs et le gouvernement aussi était demandeur à l'époque. Donc, c'était la période où la baisse du revenu de l'État, donc automatiquement, et c'est là où on a lâché un peu et on a augmenté le carburant et on a augmenté l'électricité. Les distributeurs demandeurs, on peut comprendre tout de suite pourquoi. Vous avez expliqué avec leur charge d'exploitation, il faut un tarif rémunérateur. La CREG qui assure l'équilibre du système, absolument. On peut comprendre pourquoi. Oui. Mais pourquoi le gouvernement de M. Sellel pouvait être aussi demandeur? C'est parce que ça soulage le budget de l'État que d'avoir... Ça soulage d'abord un peu les sociétés de distribution et la société de transport d'électricité, du gaz, et en même temps, si tu veux, un peu tous les besoins pour le fonctionnement du système électrique. Donc, globalement, le système électrique est gazier national. Pour couvrir toutes les charges, il fallait une augmentation. Et l'augmentation n'a pas été au niveau, je dirais... On peut rappeler de combien elle a été? C'était en moyenne, globalement, l'augmentation nette. Hein, c'est du prix moyen, il faut parler du prix moyen. Oui, bien sûr, parce que les fourchettes ne sont pas les mêmes. C'est à peu près dans les 14,5% d'augmentation à la limite du prix moyen. Et dans le plan d'augmentation qui était le vôtre à l'époque à la CREG, c'était de... Écoutez, il y avait deux types d'augmentation. D'abord, parce que l'augmentation de l'électricité livrée au client final. Elle a deux composantes essentielles.
Le résidentiel et le domestique. Non, pas tellement le truc. C'est-à-dire qu'il y a l'infrastructure en tant qu'équipement. On parle des coûts, on parle des coûts, pas des clients. Voilà, c'est l'infrastructure, le coût des infrastructures, c'est-à-dire les équipements de production, de transport, distribution, les charges de personnel, les impôts, etc. etc. Donc tout ça, c'est une composante, mais il y a, pour la génération d'électricité, une composante fondamentale qui est le gaz. Donc la composante gaz est majeure dans la production d'électricité. Si la limite, vous arrêtez le prix d'entrée du gaz à un niveau donné, ben, l'impact, il est sur toute la chaîne. Mais si vous limitez l'augmentation sur le prix du gaz à l'entrée pour la génération d'électricité, ben, vous impactez moins le client final. Et jusqu'à présent, la cession du gaz au niveau du marché national est vraiment soutenue, bien soutenue. Elle est soutenue pour la génération d'électricité, elle a été un peu moins pour d'autres activités, par exemple la transformation de l'activité engrais. Dans le cadre du partenariat avec Fertiberia, il y a eu une revalorisation. Mais ça répond à un autre, je dirais, un autre cadre. C'est des accords commerciaux entre les différents partenaires, mais ce n'est pas le même processus que la génération d'électricité. Alors, donc ma question, au départ, ça ne s'est pas fait à cette fin d'année, parce que c'est peut-être mieux de le faire, quand on doit ajuster les prix, de le faire au moment où le gouvernement est en train de faire ses comptes budgétaires. Ça ne s'est pas fait. Ça peut vouloir dire qu'on aura une année blanche en 2018 quand même. Ben écoutez, bon, pour la forme, je dirais, la loi de finances d'une année, normalement, prend en charge un petit peu tous les besoins, tout le fonctionnement, la limite du pays financièrement. Donc, il est, je dirais, recommandé à la limite que les représentants du peuple sachent quel va être l'impact la limite de l'ensemble un petit peu des produits sur le marché et de leur prix sur la collectivité. Donc c'est bon de les informer, c'est bien d'en discuter entre gouvernement et représentants du peuple, mais ceci n'interdit pas une augmentation à la limite courante de l'année tant que le cadre réglementaire existe. Donc le cadre réglementaire, on peut le rappeler, c'est une demande des opérateurs distributeurs du terrain qui est adressée à la CREG. La CREG évalue, apprécie si c'est justifié ou pas, documenté ou pas. Et ensuite, la CREG peut décider seule ou en négociant avec les autorités publiques une augmentation. Absolument. Bon, mais ça ne s'est jamais fait seul. Parce que, si vous voulez, l'augmentation des tarifs d'électricité, non seulement il y a le côté financier, le côté économique de la chose, mais il y a l'impact social qui a un côté politique des choses. Évidemment. Donc la commission de régulation ne peut pas assumer cette responsabilité. Et c'est pour ça que par exemple, l'ensemble des acteurs doivent, à la limite, être consultés. Être consultés, en commençant par le ministère de l'Énergie. Alors, si on marque une pause de ce côté-là, est-ce que cela signifie que, suite à l'augmentation des tarifs d'électricité en 2016, il y a eu une accalmie dans la croissance? Vous connaissez très bien les chiffres quand vous étiez à la tête de la CREG. Est-ce qu'on a aujourd'hui assez de recul pour dire que ça a peut-être impacté, ça a ralenti le trend de l'augmentation et qu'on peut se permettre de différer le plan d'augmentation comme il a été initié par la CREG? Écoutez, bon, en termes de, je dirais, d'analyse fine qu'on devrait faire pour, à la limite, faire une étude d'élasticité, je dirais, demande-prix. Il faut un travail vraiment approfondi pour, à la limite, déterminer quel a été réellement l'impact. Ce qu'on a observé, par exemple, 2016 par rapport à 2015, l'augmentation de la génération d'électricité par rapport à 2015 n'a pas été importante. Mais ceci ne veut pas dire que c'est dû au tarif, parce que ça dépend de beaucoup de facteurs.
il y a l'accroissement de la demande, c'est-à-dire le nombre de clients nouveaux, il y a l'augmentation de la consommation des clients effectivement, mais il y a aussi surtout les conditions climatiques, c'est-à-dire qui font que soit on est une année à la limite froide ou chaude, et là ça dépend un petit peu de ces conditions-là, parce qu'on était par exemple, s'il fait très chaud, donc il y a énormément de consommation, en hiver s'il fait très froid, il y a énormément de consommation, donc il faut déterminer quelle est la part des conditions climatiques, quelle est la part des nouveaux, je dirais, entrants en tant que nouveaux clients, et quelle est à la limite la part je dirais, du prix. Alors, ce recul-là, on ne l'a pas parce qu'il y a trop de facteurs qui peuvent... Oui, il faut faire un travail. Par contre, on sait que, ce n'est pas votre secteur, mais on peut faire le parallèle, on sait que l'augmentation des prix du carburant de la même année, 2016, a provoqué une baisse de la consommation 2016 par rapport à 2015. Donc, il y a un effet prix sur le volume de consommation dans le cas du carburant. Oui, le bilan énergétique national publié dans le site du ministère de l'Énergie donne une réduction de la consommation des carburants globalement pour la première fois depuis des années. Donc, et ça, on ne peut pas l'imputer, comme certains le disent, au nombre de véhicules qui ont diminué. Non, il y a toujours des véhicules en plus. Et l'activité en elle-même, ce n'est pas celle-là qui a baissé. Donc, les gens font plus attention. Donc, à mon avis, il y a une part du prix du carburant qui a fait qu'en 2016, on commence à observer un phénomène similaire pour la consommation d'électricité, M. Abdelali. Écoutez, la consommation d'électricité, moi, quand je vois un peu à l'extérieur, la limite, le recours à l'éclairage basse consommation, et surtout maintenant les LED qui sont disponibles dans tous les magasins, donc ça veut dire qu'il y a un engouement, ça veut dire que les gens les achètent, ça veut dire que les gens font attention, ça veut dire que les gens sont responsables et ils observent à la limite leurs factures à la fin du trimestre. Donc, obligatoirement, l'effet des tarifs va impacter la demande et, à mon avis, le citoyen devient de plus en plus sensible. Rien qu'il faut regarder la facture. Il faut regarder la facture. Alors, on aurait pu, M. Abdelali Badache, comprendre, on peut comprendre la pause qui a été marquée donc, dans le calendrier d'augmentation des tarifs d'électricité domestique. Dans le cas du gaz, c'est déjà un peu plus compliqué parce que le gaz, c'est une matière première qui est exportée, qui impacte directement la balance des paiements de l'Algérie, et la croissance de sa consommation galopante ces dernières années pose un vrai problème économique, macroéconomique. Et peut-être que c'est plus de ce côté-là qu'il fallait peut-être s'attendre à un mouvement d'ajustement des tarifs. Il n'est pas arrivé. Écoutez, de toute façon, moi personnellement, j'ai toujours défendu l'augmentation des prix du gaz. D'abord, et puis ensuite parler de l'électricité. C'est le gaz, à la limite le produit phare le plus important au niveau national, qu'il faut préserver et qu'il faut absolument gérer de la meilleure façon. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le volume utilisé pour la génération d'électricité, il augmente chaque année avec l'augmentation de la demande. Quand on 36 milliards de mètres cubes par an. Non, ça c'est en consommation globale. Pour la génération d'électricité, on est dans les 16 milliards de mètres cubes en ma connaissance, et on est aux environs de ce niveau-là. Mais ce n'est pas négligeable, et chaque année ça augmente. Donc, globalement, au niveau du marché national, on a, si on intègre un peu la demande de Sonatrach, on a déjà plus de la quarantaine de milliards de mètres cubes pour le marché national. Qui est devenu supérieur, à l'exportation. Non, pour le moment, ce n'est pas supérieur, parce qu'on est encore autour de 50 et plus de milliards de mètres cubes. Mais dans quelques années, je pense que d'ici 2025, c'est indiscutable, on va basculer le marché national. Abdelali, vous tenez d'où ce chiffre de 50 milliards de mètres cubes exportés en 2016 il est de 50 milliards. Il me semblait qu'il était bien inférieur. Non, 50, je pense que 2016, c'est 50. Et ce qui est prévu en 2017, à ma connaissance, d'après la limite, vous rentrez dans les sites de Sonatrach, du ministère de l'Énergie. On ne va pas chipoter sur ce chiffre. Le bilan énergétique, il est publié. On ne va pas chipoter sur ce chiffre. Mais le taux, vous dites quoi, vous, du taux de pénétration du réseau d'approvisionnement en gaz de ville? 54% en Algérie en 2016? On a dépassé les 54%. Moi, je pense qu'on est autour de, il me semble, 57% moyen au niveau national, et
on s'achemine vers le... Alors, je ne vais pas trahir un secret en rapportant un peu un point de vue assez proche du point de vue officiel, à un moment donné au niveau du ministère de l'Énergie, qui disait c'est une erreur de poursuivre, de faire augmenter ce taux de pénétration parce qu'il y a des non-sens économiques, il y a des parties de l'Algérie qui sont montagneuses, il y a des parties qui sont très isolées, auxquelles on ne peut pas faire parvenir à des coûts raisonnables le gaz de ville. Il faut trouver d'autres solutions et réserver ce gaz à l'exportation. On en a plus besoin et ça permettra de toute façon d'apporter les services de ce type-là à ces régions. Vous en dites quoi, M. Abdelali Badache? Bon, moi je pense que dans la gestion d'un pays, tout n'est pas économique. Et c'est là où on parle justement du service public. Et donc, à la limite, c'est bien de discuter économiquement, à la limite, l'utilisation du gaz quand on est à Alger, mais quand on est au niveau des montagnes du Djurdjura ou au niveau des hauts plateaux, au niveau de Djelfa ou de Bayad ou même au niveau du sud, on a fait quand même un investissement extrêmement important pour amener le gaz à Tamerasset, de Ain Salah, avec une distance très importante. Ce qui est de la justice territoriale. Hein. C'est plus que, je dirais, de la justice territoriale, mais à la limite, tant qu'on n'a pas d'alternative et on a un produit, à mon avis, le citoyen doit en bénéficier. Maintenant, à partir d'un certain moment, quand on a une solution alternative à proposer au consommateur pour lui donner les mêmes avantages, le même confort, le même niveau de vie, en évitant à la limite de faire des investissements extrêmement importants pour lui acheminer le gaz, c'est possible. Aujourd'hui, je saute un peu directement là-dessus, il n'y a rien qui peut empêcher de commencer à penser le tout électrique dans certaines localités. Donc c'est possible. Mais le voir uniquement pour dire je ne ramène pas du gaz à des citoyens dans une localité parce que ça me coûte de toute façon, plus cher. Personne ne va le dire publiquement, même dans les campagnes, surtout pas en ce moment avec les campagnes électorales pour les élections locales. Très bien, on a bien compris que l'effort d'économie d'énergie, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans la transition énergétique qui s'impose à nous, doit être porté aussi par l'effort prix. Vous dites l'effort prix, il faut le poursuivre, où on en fait le plus gros en termes d'ajustement? Non, on est loin. On est loin. Non, on est loin. Et de toutes les façons... Vous n'êtes pas candidat à des élections, là. On le voit quand vous parlez comme ça. Non, pas du tout. Il va falloir continuer à ajuster. Non, ça c'est de l'économie. Et puis, c'est la pérennité des entreprises d'électricité et du gaz. Donc, si on veut que ces entreprises, à la limite, prospèrent, si améliorent leur gestion, si on veut que ces entreprises, à la limite... prennent une place importante au niveau national et pourquoi pas au niveau international, il va falloir absolument qu'ils arrivent à vivre de leurs produits et de leurs revenus. Donc il faut absolument continuer l'ajustement tarifaire graduellement, c'est clair, parce que c'est important, mais il faut continuer. Graduellement, c'est une année sur deux? Non, pas spécialement, tu peux le faire chaque année, mais il faut savoir, parce que dans la consommation d'électricité, vous avez le domestique et vous avez les industriels, vous avez les services, etc. Vous pouvez faire des ajustements graduels, même au niveau du domestique. Moi, j'ai toujours dit il faut segmenter. C'est ce que nous avons fait en faisant les 4 tranches. Donc, les gens qui sont au niveau de la 4e tranche, ils sont capables de payer le prix coûtant. Donc, cela, il n'y a aucune raison de dire je laisse le prix de l'électricité à ce niveau-là, au même titre que les carburants et le reste. Donc, à mon avis... Monsieur Abdelali Badache, vous avez quitté la présidence de la CREC parce que vous soutenez ce point de vue, non? C'est la raison pour laquelle vous avez quitté du temps de M. Boutelfa? Non, pas du tout. Non, c'était pas ça le problème. Lui aussi était pour augmenter les tarifs. Hein.
En règle générale, c'est ce qu'il disait quand il était à la tête de Sonatrach et de Sonelgaz. Il passait son temps à dire les tarifs ne sont pas rémunérateurs. Donc, d'une certaine façon, vous étiez alliés. Mais ce qui est économique, de toutes les façons, les calculs donnent des résultats. On ne peut pas être en opposition avec n'importe qui. Tu es supposé me donner une transition vers le deuxième volet de cet entretien, de cet invité du direct. C'est évidemment le volet génération d'électricité verte, le renouvelable, qui est supposé nous faire des économies. C'est notre manière de faire des économies. Absolument. En termes de production d'hydrocarbures. Les hydrocarbures pouvant encore servir pendant plusieurs années à soutenir notre balance des paiements et soutenir le développement du pays en lui rapportant des devises. Alors, il y a un épisode, on va aller directement sur le sujet, soutenu par M. Boutelfa, je l'ai évoqué pour ne pas l'évoquer uniquement sur cette question, l'appel d'offres de 4000 gigawatts qui avait défrayé la chronique. Mégawatts, oui, c'est 4 gigawatts, et qui n'a pas été exécuté du temps où il était encore ministre et qui n'est toujours pas lancé. Alors, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été adressées à cet appel d'offres. Est-ce que vous en avez fait des critiques à cette manière? On rappellera au fur et à mesure qu'on en parle quels sont les termes de référence de cet appel d'offres. Écoutez, en ce qui concerne, je pense, la problématique renouvelable en Algérie, moi je pense qu'il faut plus parler de la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables que de parler d'un projet spécifique. Mais il était censé le lancer, oui. Ou plutôt permettre un rattrapage, parce qu'on est déjà en retard. Absolument, oui, je vais revenir. Il faut rappeler juste que l'observateur externe, quelqu'un qui est intéressé par le renouvelable en Algérie, que ce soit au niveau... à la limite un étranger que national, les investisseurs aussi bien internes qu'externes. Qu'est-ce qu'il a observé et qu'est-ce qu'il observe? Il y avait un programme en 2011 qui a été donc approuvé par le gouvernement et qui a été actualisé en 2015. Et puis, dans la mise en œuvre de ce programme-là, il y a un processus qui a été adopté à partir de 2013-2014. C'est le feed-in tarif. Il y a toute une réglementation. On peut traduire pour les amis auditeurs, c'est des tarifs d'achat garanti. D'achat garanti. C'est-à-dire vous fixez un prix pour dire le kilowattheure pour telle filière, pour tel niveau, voilà à combien je vais le payer. C'est une manière d'attirer des investisseurs. Absolument. Donc, il y a tout un processus réglementaire qui a été adopté, mis en place, des textes publiés, des décisions prises, des investisseurs qui ont commencé à la limite à se présenter pour, à la limite, s'engager dans le processus réglementaire. Les investisseurs qui ont commencé à se présenter au niveau de la CREG? C'est la première porte d'entrée, c'était la Commission de régulation de l'électricité. C'est là où il faut soumettre le premier dossier d'intéressement pour la certification. Le certificat de garantie d'origine. Donc, c'est là, il y a eu déjà des premiers dossiers qui ont été commencés à exécuter. Et puis, il se trouve qu'en 2016, changement à la limite, je dirais, de l'exécutif. Et puis, tiens, on décide de stopper tout ce processus et on engage un autre processus. Et on dit, bon, ce processus n'est plus valable, on va engager, plutôt de parler de tarifs d'achat garanti, on va parler d'appel d'offres. Et on publie un décret qui organise le processus d'appel d'offres. Je rappelle juste, entre parenthèses, que le décret qui a été publié en mars 2017, qui prend en charge le processus d'appel d'offres pour l'investissement dans les énergies renouvelables, pour moi, il est illégal. Pourquoi? Parce que la génération d'électricité est réglementée et elle est régie par une loi spécifique sectorielle, qui est la loi du 5 février 2002, 0201 de février 2002, et l'esprit de la loi, c'est de séparer les pouvoirs entre trois organismes. Il y a le ministère de l'énergie qui est, je dirais, en charge de la réglementation, la commission de régulation en charge de la mise en œuvre de cette réglementation, et les opérateurs qui sont en charge
à la limite de l'exécution opérationnelle des activités d'électricité et du gaz. Donc, la loi a donné, dans son article 26, qui est l'ancrage de ce décret, qui lui a donné les pouvoirs de lancer la consultation pour l'introduction des énergies renouvelables au niveau du système électrique à la Commission de régulation de l'électricité. C'est quelque chose qui a été attribué par la loi, qui a été retiré par un décret. Par un décret. On n'a pas le droit d'amender une loi par un décret. Les juristes vous le diront, et les juristes peuvent aller examiner... Et donc, au jour d'aujourd'hui, M. Badache, vous dites toujours que c'est à la CREG si on devait passer encore par l'appel d'offres, à la CREG... C'est à la commission de régulation. Je ne vois pas comment un ministre peut se donner les pouvoirs de lancer des appels d'offres, à ma connaissance. Ni les missions et les attributions... C'est d'ailleurs peut-être pour ça que cela ne s'est toujours pas fait. Ni les missions et les attributions du ministre de l'Énergie, ni la loi sur l'électricité et le gaz donnent le pouvoir à un ministre de lancer des appels d'offres, parce qu'il devient opérationnel, c'est du commercial. Absolument. Donc, il y a quelque chose. Plus encore, je continue. Bien sûr, bien sûr. Dans ce décret-là, l'État est par définition transparent, équitable, et je dirais, et puis juste en quelque sorte. Il ne peut pas, à la limite, discriminer entre les opérateurs. De quel droit il y a un ministre qui se donne le pouvoir de désigner une entreprise pour investir? C'est ce qui s'est fait avec Sonatrach et Sonelgaz. Mais ce n'est pas Sonatrach et Sonelgaz de faire, je dirais, l'investissement dans le renouvelable. C'est des entreprises qui sont spécialisées dans des métiers, qui font le travail, mais le renouvelable, ça n'a rien à voir et c'est complètement autre chose que le conventionnel. Oui. C'est complètement autre chose que le conventionnel. C'est une autre politique, c'est une autre stratégie, c'est une autre démarche, c'est une autre culture, c'est une autre façon de voir, etc. Je vais me faire l'avocat de M. Nordin Boutelfa, qui a pris cette décision-là, qui a changé complètement de système. Je veux dire, si ça procède, on est d'accord, hein, c'est illégal ce qu'il a fait. Hein, le problème n'est pas là et c'est à la limite choquant que ça a été adopté par le gouvernement, qui ne respecte pas ces lois. Mais si on disait, cette équipe-là s'est rendue compte que le système des feed-in price, les prix de sortie garantie, prix d'achat garanti par l'État qui permet à l'investisseur d'investir en sachant ce qu'il va générer comme revenu, si on s'était rendu compte que ces prix étaient trop généreux et qu'il fallait en sortir, parce que l'appel d'offres permet d'obtenir des prix du kilowattheure beaucoup plus bas. Il n'y a aucun problème, il faut savoir juste que vis-à-vis de l'extérieur, la limite, un pays ne doit pas jouer avec sa réglementation tous les jours. Sinon, vous manquez de crédibilité. Et vous donnez des signaux, je dirais, inacceptables aux investisseurs. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que tout le monde l'accepte. Que les tarifs qui ont été, la limite, adoptés en 2013, le monde a changé, le renouvelable a été généralisé dans beaucoup de coins dans le monde. Les prix ont baissé, la technologie a évolué. Donc les conditions économiques qui ont prévalu à l'époque pour le calcul du tarif sont à revoir. On peut baisser le tarif, il n'y a pas de problème. Mais on ne chamboule pas toute la règle. On ne chamboule pas la règle. Moi, de mon point de vue, on aurait mieux prendre un simple arrêté ministériel pour réviser les tarifs qui avaient été adoptés, pour dire que c'était à tel niveau, je vais les réduire à tel niveau parce que je juge que les conditions économiques aujourd'hui et que le niveau du prix moyen international, il est à tel niveau, sans problème. Laisser les investisseurs continuer, mais ça ne m'empêche pas, en parallèle, d'adopter pour les grandes capacités l'appel d'offres, si tu veux, pour faire les grandes installations. Voilà. Alors, et en toute transparence, en toute équité, sans aucun problème. Vous dites quoi? Je continue donc à faire l'avocat du changement de paradigme, même si je comprends très bien ce que vous dites. Monsieur Smaïl Khna, spécialiste donc, pour les énergies renouvelables au niveau international, avait dit à cette antenne que les feed-in price existaient depuis 2013 et n'avaient pas réussi à attirer des investisseurs en Algérie et que peut-être finalement, ils n'étaient pas suffisamment rémunérateurs.
Enfin, lui disait un peu l'inverse. Donc, il y avait quelque chose à revoir là-dedans, puisqu'il n'avait pas réussi à déclencher des investissements. Écoutez, vous dites quoi à cela? J'étais dedans, c'est-à-dire j'étais parmi ceux qui, à la limite, géraient ce dossier. Et à aujourd'hui même, avec toute la dévaluation qui a été faite depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, du dinar, les prix aujourd'hui qui sont publiés sont encore rémunérateurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent assurer, de mon point de vue, un rendement, un investissement extrêmement important. Donc, même aujourd'hui, si on devait prendre une décision, les feed-in tarifs qui ont été abrogés, parce qu'ils ont été complètement annulés, ces tarifs-là, on doit les baisser. Et ce qui a été, à la limite, engagé en discussion à l'époque, en 2016, c'était une feuille de route pour dire la chose suivante. Le programme des énergies renouvelables, ce n'est pas uniquement les grandes installations. Il faut couvrir tous les besoins qui permettent de lancer le renouvelable. Et les besoins pour le renouvelable, il faut prendre en charge l'investissement dans le renouvelable dans les réseaux isolés, dans les sites où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de réseau. Il faut donner la possibilité aux consommateurs domestiques de faire du renouvelable, c'est-à-dire quelqu'un qui peut faire sur son parking, dans son jardin, sur son toit, un centre commercial, etc. Il faut leur donner cette possibilité. Il faut aussi maintenant permettre aux industriels qui peuvent faire des petites installations industrielles de faire du renouvelable. Et de l'autre côté, en parallèle, on peut lancer les grandes installations. Et ce que nous avions, à la limite, en discussion, d'ailleurs on en a même engagé la discussion avec la Commission européenne à l'époque, sur la problématique renouvelable, sur l'arsenal juridique et sur un petit peu l'évolution du renouvelable en Algérie. On devait donc permettre aux consommateurs de faire des investissements en adoptant ce qu'on appelle le net metering, c'est-à-dire que un consommateur qui veut devenir producteur d'électricité pour sa propre consommation, il fait son investissement et l'excédent de sa production, il peut le reverser sur le réseau. Il faut arrêter un prix. La deuxième des choses, ça c'est pour le domestique, c'est en général, c'est des 3 kW, 5, 6 kW, jusqu'à une dizaine, 20 kW. On peut arrêter le niveau que l'on veut. À partir d'un certain niveau, jusqu'à la limite une dizaine de mégawatts, on avait considéré que c'était des petites installations encore, mais qui sont très utiles. Parce que nous avons un territoire très vaste, nous avons un réseau qui coûte très cher, parce que il faut savoir que l'Algérie, le transport d'électricité, c'est un coût énorme. C'est un coût énorme. On a un des coûts les plus élevés dans le monde parce qu'on a un territoire très vaste. On est 5 fois la France, il ne faut pas l'oublier. Donc quand vous ramenez du réseau sur toutes les localités de l'Est à l'Ouest, ça coûte de l'argent. Donc si vous faites des investissements en production d'électricité au niveau local, c'est-à-dire au niveau du consommateur, du petit au moyen aux grandes installations, mais vous n'avez pas besoin de développer autant de réseaux. Et vous n'avez pas besoin de faire autant de générations. Donc, c'est de la production au niveau local. Ça aide le réseau lui-même, le système électrique, ça fait des gains. Donc, pour ces installations, on a dit jusqu'à une dizaine de mégawatts, ce qui était en cours de discussion, on maintenait un feed-in tarif, c'est-à-dire un tarif d'achat garanti. Ça permettait de lancer des entreprises, de favoriser l'investissement, de booster un petit peu le renouvelable. Et puis, par contre, avec un prix révisé. C'est-à-dire il faut faire le prix moyen de l'époque. Et lancer les appels d'offres, mettre en place le processus d'appel d'offres pour tout ce qui est supérieur à une dizaine de mégawatts et au-delà. Donc, là, on peut corriger le feed-in tarif par les prix des appels d'offres. Les prix des appels d'offres. Alors aujourd'hui, en fait, si on a bien tout compris, M. Abdelali Badache, s'il y a un investisseur qui se présente et qui a envie de créer un champ solaire en photovoltaïque, il n'y a aucun cadre qui le prend en charge. Celui des feed-in price tarif a été abandonné et celui de l'appel d'offres n'a pas encore été mis en place. Absolument. Donc aujourd'hui, s'il y a des investisseurs qui veulent démarrer une activité... Ils ne savent pas comment commencer, par où commencer et qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est quelque chose qui dure depuis 2 ans.
En fait, 2 ans. Depuis qu'on a annulé. On est à la 2e année. On est à la 2e année. On est à la 2e année. Ouais. Alors, pendant c'est ce temps... ça, et l'investisseur, à la limite, je dirais, étranger, c'est ce qu'il observe. Et puis, je vais encore ajouter une chose pour le renouvelable, c'est que dans le renouvelable, on avait prévu un fonds des énergies renouvelables pour, si vous voulez, payer le différentiel entre le prix de l'électricité conventionnelle au niveau du pays, de la génération d'électricité au niveau du pays, et le prix qu'on obtient au niveau des énergies renouvelables. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le différentiel il était important. Mais aujourd'hui, ça dépend de ton environnement économique. Ça dépend de ton attractivité. Ça dépend de la sécurité que tu donnes à l'investisseur. Les prix peuvent être très très bas. C'est-à-dire que si à l'époque on parlait de parité à la limite des tarifs entre le conventionnel et le renouvelable, aujourd'hui on est en train de parler de, à la limite, je dirais, de concurrentiel. C'est-à-dire que le renouvelable peut arrêter les installations conventionnelles parce qu'il coûte moins cher. Et c'est arrivé dans pas mal de pays. Donc ça dépend de ton environnement économique, des mesures que tu mets, du cadre que tu mets pour que l'investisseur, à la limite, s'installe chez toi, produise de l'électricité. Il faut qu'il sache à qui vendre, il faut qu'il sache comment obtenir un terrain, il faut qu'il sache quels sont, à la limite, quel est le cadre réglementaire, il faut qu'il soit transparent, équitable, à la limite, qui favorise l'investissement et qui lui assure, à la limite... Est-ce que M. Badache, vous avez une idée sur le pourquoi? On avait parlé de juin 2017, hein, le pourquoi du fait que l'appel d'offres n'a finalement pas été lancé, l'appel d'offres à 4 gigawatts. Est-ce que vous avez une idée sur la raison? Est-ce que c'est parce qu'on a fini par se rendre compte que voilà, il y avait des conditionnalités qui n'étaient pas propres, qui risquaient d'évincer des investisseurs? On rappelle qu'il y avait quelques conditionnalités du type celui qui produit de l'électricité verte en Algérie est obligé de produire aussi les composants de cette filière-là. Il y avait les acteurs, on avait désigné quasiment d'autorité Sonatrach et Sonelgaz, ce qui avait fait élever une voix de protestation au forum des chefs d'entreprise pour dire que le privé algérien était en réalité évincé. De tout cela, vous avez une idée de pourquoi on a fini par... parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est de proche en proche rejeté au calendrier grec et qu'on est à nouveau en train de repenser à une autre démarche. Bah franchement, pour vous dire que j'ai une information, à la limite, crédible, pourquoi, à la limite... tout le travail qui était en train de se faire n'a pas... Mais est-ce que vous trouvez normal qu'on n'en parle plus? Monsieur Guitouni, qui est un électricien comme vous, qui vient de Sonelgaz, aurait pu prendre plus ou moins à bras-le-corps ce chantier, parce qu'il a été, on peut le rappeler aussi, hein, érigé en priorité nationale par le président de la République, qui a assisté à ce qui ressemble à un haut comité de l'énergie, et il n'y a pas eu en réalité de suite. Hein. Mais il ne faut pas oublier que dans le changement de l'exécutif après en 2017. Il y en a eu beaucoup. Vous parlez du dernier? Oui. Il y a eu Tebboune, ensuite il y a eu Ouihia. Non, après au printemps Tebboune et à la rentrée Ouihia. Mais avant Ouihia, avec Tebboune, on avait créé un département ministériel énergie renouvelable et environnement. Oui, mais tout le monde a parlé de gag parce que si le département de l'énergie n'est pas en mesure de déployer l'ingénierie pour développer la filière, ce n'est pas un nouveau ministère avec très peu de moyens qui était en mesure de le faire. Peut-être sensibiliser la population sur l'énergie verte, sur l'environnement, mais développer la filière techniquement, voilà. Non, personne n'y a cru une seconde. Non, moi je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas comme ça pour la simple raison que, si vous voulez, en termes d'organisation, dans tout organisme, hein, habituellement, quand vous voulez mettre en valeur, si vous voulez, une activité et vous voulez la promouvoir, vous l'identifiez en tant que tel. Oui. Même un projet. C'est-à-dire, vous pouvez trouver, la limite, on pourrait penser que les énergies renouvelables étaient diluées dans le ministère de l'énergie qui est beaucoup plus préoccupé par les hydrocarbures que par autre chose. Le fait de les sortir et l'identifier en tant que département ministériel lui-même, c'était pour donner plus de valeur.
Mais maintenant, les capacités, tout dépend de vous. Qu'est-ce que vous mettez comme ressources derrière? Vous créez un ministère, vous ramenez les compétences, vous mettez les moyens et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'une tradition dans un domaine donné pour créer de la valeur. Mais ce que l'on observe aussi aujourd'hui, c'est que ça n'a pas donné ce résultat. Et on ne comprend pas. On en est toujours au problème de la volonté politique, vous pensez? Donc, la première des choses, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de publication de décret qui doit définir les missions et les attributions de ce nouveau ministère. Pour savoir quelle est, à la limite, l'impact ou quelle est, à la limite, l'importance des énergies renouvelables qu'on donne et quelle est l'organisation ou quelle est, à la limite, la stratégie qu'on va mettre dans ce département ministériel. Reste que, à mon avis, les énergies renouvelables n'est pas une affaire d'un département ministériel. C'est beaucoup plus grand et c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus vaste et c'est beaucoup plus stratégique que ce que doit faire un département ministériel. C'est vraiment l'avenir du pays. Et j'aurais voulu voir tous les premiers ministres qui sont passés tenir un langage de connaisseurs dans les énergies renouvelables. Et pas seulement nous parler que des choses habituelles. Oui, au même titre qu'ils devaient parler des technologies de l'information, qui sont l'autre enjeu, du développement durable, qui doivent absolument. Et donc, on a besoin que le gouvernement s'exprime là-dessus. Oui, c'est exactement ce que je déplorais en parlant. On va peut-être terminer sur une note optimiste. Monsieur Abdelali Badache, on a perdu en Algérie beaucoup de temps dans la démarche, dans les procédures, dans l'organisation, dans l'organigramme. Vous venez d'évoquer ce changement, c'est l'émergence d'un département ministériel, mais qui attend d'être consolidé dans sa mission. Mais pendant ce temps, il s'est passé des choses dans le monde et les prix, les tarifs, notamment des énergies renouvelables par filière, ont continué de baisser, et ça, on peut le considérer comme étant une bonne nouvelle. Écoutez, moi, je suis passé chez vous ici en janvier 2017. Nous sommes en novembre 2017. Ce qui s'est passé entre-temps est extraordinaire. La baisse des coûts, aussi bien matériels que kilowattheure produit, est extrêmement importante. Quand on trouve, par exemple, aujourd'hui, les Allemands qui sont quand même à un niveau relativement élevé, ils arrivent à obtenir maintenant des appels d'offres de photovoltaïque à moins de 5 cents le kilowattheure. 5 cents, je dirais, euros. Alors, l'Algérie a 2 à 3 fois plus d'ensoleillement que l'Allemagne. Donc, automatiquement, normalement, le kilowattheure chez nous, il devait être moins cher. Quand vous prenez des pays comme le Chili, qui se trouve avec du 2,4, même pas cents le kilowattheure, bon, il a un désert, il a des régions un peu plus comparables à nous, donc pourquoi ne pas se dire je peux l'avoir? L'Arabie Saoudite a obtenu 1,78 cents le kilowattheure dernièrement, c'est-à-dire même pas de dinars si on devait convertir au taux de change d'aujourd'hui. Ça veut dire que le kilowattheure aujourd'hui, si avant on parlait de parité, c'est-à-dire de le comparer au conventionnel, aujourd'hui il est compétitif. Mais ça ne veut pas dire que lorsque ces pays-là ont obtenu des prix aussi bas, l'Algérie demain va pouvoir obtenir le même prix. Tout dépendra de votre environnement économique, tout dépendra de votre activité, tout dépendra de la sécurité que vous donnez aux investisseurs, tout dépendra à la limite, je dirais, des facilités que vous allez mettre en place pour l'accès à l'investissement. Donc ça ne dépend que de vous. L'Arabie Saoudite obtient un appel d'offres à 1,78 cents le kilowattheure, même si l'Algérie faisait le double en termes de performance, parce que même si elle faisait le double, il y aurait un gain évident parce qu'on économiserait du gaz. Absolument, et vous avez une formule que vous calculez pour chaque kilowattheure. Absolument.
Absolument. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand vous prenez la production d'électricité qui consomme énormément de gaz, on a dépassé les 15 milliards de mètres cubes de gaz par an en termes de consommation. C'est-à-dire, il faut regarder que d'ici une dizaine d'années, vous allez absolument doubler ce besoin-là. Vous allez vous retrouver avec une trentaine de milliards de mètres cubes pour la production d'électricité. Si vous allez vous retrouver avec la consommation domestique qui va aussi doubler, qui passera d'une dizaine à une vingtaine de milliards de mètres cubes, vous allez d'ici une dizaine d'années, vous allez vous retrouver à plus de 50 milliards de mètres cubes. Vous avez bouffé pratiquement une grande partie de votre production de gaz. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite, c'est s'engager dans le renouvelable parce que il est aujourd'hui, puisque dans beaucoup de pays, il est compétitif, pourquoi il ne deviendrait pas compétitif chez nous? Aujourd'hui, on est en train de discuter de la loi sur les hydrocarbures. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à attirer les investisseurs. Mais il faut faire la même chose pour le renouvelable. Il faut une loi qui attire les investisseurs. C'est le même problème pour tous les investissements. Votre cadre réglementaire, s'il n'attire pas des investisseurs, ça veut dire qu'il n'est pas adapté. Et puis on doit se comparer. Pourquoi un investisseur, une entreprise, va aller en Chili et ne viendrait pas en Algérie? Pourquoi il va en Arabie Saoudite, il va en Jordanie, il va au Maroc, il va n'importe où et ne viendrait pas en Algérie? Et puis la deuxième des choses, on n'est pas obligé de payer tout sur fonds publics. C'est un élément fondamental. On ne peut pas tout faire avec des fonds publics. C'est pas possible. Si vous dites que moi je ne me développe qu'avec mes propres moyens, vos moyens sont limités. Est-ce que vous avez le sentiment, M. Badache, on va terminer sur ça, que le ministre de l'Énergie, M. Guitouni, a cette perception de la nécessité d'aller dans cette direction et d'accélérer le pas? De ce que vous ressentez un petit peu? Écoutez, franchement, moi, depuis que j'ai quitté le truc, je n'ai pas eu de discussion avec le ministre de l'Énergie, donc je ne peux pas savoir... Il a donné un chiffre alarmant sur la consommation du carburant, comment elle a progressé. On peut comprendre qu'il est attentif. Je pense que tout le monde est sensible à cette problématique d'augmentation de la consommation interne à tous les niveaux. Est-ce qu'on peut espérer qu'il rétablisse le système que vous avez mis en place de prix incitatifs, de feed-in price, de feed-in tarif, pour les petits investissements à côté du système d'appel d'offres? C'est possible. Je sais pas, c'est possible. On peut le restaurer de la même manière qu'on l'a enlevé. Absolument, on peut le restaurer, mais tout dépendra de ce qui va se faire maintenant au niveau de ce département. Mais il y a un nouveau département ministériel en discussion avec le ministère de l'Énergie, le gouvernement, etc. Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. À titre indicatif, l'Égypte, qui a adopté le feed-in tarif en même temps que nous, a conclu dernièrement ses premiers contrats de tarif d'achat garanti à 8,4 cents le kilowattheure. Je trouve que c'est élevé. Donc il faut réviser. Je pense qu'on peut faire du renouvelable aujourd'hui en Algérie à moins que ça, à moins que 8,4 cents le kilowattheure. Donc il est possible aussi bien avec un tarif d'achat garanti pour les petites capacités calculées consensuellement entre les différents acteurs, qu'il est à la limite le tarif qui permet à nos investisseurs nationaux éventuellement pour faire la limite des investissements de petites capacités, en leur garantissant par exemple un taux de rendement de 10%, et puis à partir de ce moment-là, vous déterminez quel va être le tarif. Mais je suis persuadé qu'on sera gagnant, parce que le gaz épargné, tu vas le vendre et avec le différentiel de gaz entre le prix sur le marché national et le prix à l'international, tu vas couvrir le différentiel et l'investissement sans aucun problème. Donc l'État est gagnant, la collectivité est gagnante. Mais il faut une réflexion globale, une stratégie globale. Monsieur Abdelali Badache, c'était passionnant, mais on est obligé de terminer cette invité du direct. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, Inch'Allah, et la prochaine fois, et merci beaucoup. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.